Dégagisme, on va en parler avec Maurice Leroy, député du Loir-et-Cher et vice-président de l'Assemblée nationale, tout simplement. Maurice Leroy, bonjour. Bonjour, Yves. Moment historique dans votre vie. Ah oui, moment historique et très Vous êtes émouvant. passé par le Parti communiste, vous avez été conseiller de Pasqua, vous avez été député, conseiller général, président de conseil général, et vous nous quittez. Ben justement, vous avez très bien dit les choses. Il y a un moment donné où il faut savoir tourner la page. J'aime pas déchirer les pages, mais c'est bien de tourner la page. Tourner 21 ans à l'Assemblée nationale. J'ai présidé mon département de Loir-et-Cher avec bonheur. Vous avez versé une larme, avec des budgets votés à l'unanimité, y compris par l'opposition socialiste dans mon département. Preuve qu'on peut rassembler. Vous avez versé une larme. Il y en a besoin en ce moment. Écoutez, je vais essayer de me blinder. Vous allez poser une question à l'Assemblée cet après-midi. Oui, je vais poser au Premier en ministre. 5e position, je vais interroger Édouard Philippe sur la réforme institutionnelle. On va en parler. Fort de mon expérience, justement. Bon, je pense qu'il me répondra. Vous serez ému. Par courtoisie. On l'est forcément. D'accord. Même quand on est solide, on l'est forcément. Quel souvenir vous garderez de la vie politique? S'il y a un souvenir à garder, c'est lequel? C'est une question difficile. Quand vous êtes devenu ministre? Oui, fatalement, parce que... et surtout l'accord du Grand Paris, que j'ai fait avec Jean-Paul Huchon, est vraiment un accord unanime, qui a permis d'ailleurs de poursuivre ce projet. D'accord. J'aimerais tellement qu'il soit relancé. Qu'est-ce que vous avez préféré? Vous avez été élu local, vous avez été député, vous avez été ministre? Sans aucune ambiguïté, le mandat de maire, j'étais maire du village où mon arrière-grand-père était maire, ça s'appelle Le Poilet, d'où est issu Patrick Roger. Voilà, un village de 200 habitants a fourni un maître chocolatier hors pair et un ministre de la République, c'est pas mal sur 200 habitants. Vous avez bien la bonne chair. Par rapport oui, c'est vrai, je témoigne. Voilà. Bon. C'est pas ce que je voulais dire. Je dis qu'avec les années, j'ai augmenté ma surface de caresse, c'est normal. Ah, pas mal. Dites-moi, pourquoi vous partez? Je sais où vous allez, on va en parler après, mais pourquoi? Très sincèrement, et je vous ouvre mon cœur, la vie politique n'est plus comme je l'aime. Aussi simplement que ça. J'ai lu quelque part que vous regrettiez qu'on ait supprimé le cumul des mandats. Bien sûr, c'est une ânerie sans nom. Alors, c'est pas populaire ce que je dis ça. Ça, je sais que c'est pas populaire. Parce que souvent, hélas, le public, le peuple pense que le cumul des mandats et le cumul des indemnités, parce que les gens ne savent pas que nous sommes écrêtés. D'ailleurs, c'est une question qui serait intéressante à poser. Combien coûte au pays et aux contribuables le non-cumul des mandats? Je sais ce que ça coûte chez moi, en Loir-et-Cher. Le fait que je ne préside plus les pompiers, le département, alors qu'il y avait le même montant, ça doit coûter plusieurs... La démocratie sera moins effective. Vous savez, quand vous n'êtes pas ancré sur les territoires, enraciné sur les territoires, vous êtes hors sol. On l'a vu d'ailleurs. Regardez, les députés En Marche n'ont pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je l'ai annoncé à mon groupe politique, l'UDI, à l'Assemblée nationale, et à Jean-Christophe Lagarde, son président, 2 semaines avant, j'ai expliqué ce qui allait se passer. Pas parce que je suis Madame Soleil, mais comme vous êtes ancré sur le territoire, vous êtes enraciné, vous sentez les choses monter. Je dis souvent, juste un mot, regardez, les députés socialistes sous Jospin, ils gueulaient en groupe le mardi matin. Ils n'étaient pas écoutés, mais ils étaient sur le terrain. Et ils disaient, mais on n'entend pas sur la sécurité. Et puis il y a eu le fabuleux gadin de Lionel Jospin, qui n'a pas été au second tour. Ils auraient été inspirés d'écouter les leurs. Eux, ils ne sont pas sur le terrain. La démocratie est malade aujourd'hui. Je suis sincèrement inquiet pour la France, pour notre pays. Oui, je suis très inquiet. Il y a un anti-politique, anti-élite, anti-politique, anti-journaliste, anti-banquier, anti-chef d'entreprise, anti-tout ce que vous voulez. Bienvenue aux journalistes, bienvenue au club, chacun son tour. D'ailleurs, il faut réfléchir à tout ça, justement. Vous savez, c'est un peu étrange ce qui se passe. Je suis dégagé des obligations militaires, donc je peux me lâcher et parler tout à fait librement. C'est le côté sympa aussi du truc. Finalement, Emmanuel Macron est le produit d'un populisme à la française et d'un dégagisme. Et il est lui-même en train de prendre pleine face ce même dégagisme. Parce que quand vous avez supprimé les corps intermédiaires,
les élus, Il n'est pas le etc. premier, hein, ça fait un moment que ça dure, ça. Non, il a fait. On faisait le même reproche à Nicolas Sarkozy, vous savez. Le président omnipotent, il était président de la République, sous-secrétaire d'État, il faisait tout. C'était très amusant d'entendre ça. Et puis aujourd'hui, on a Macron sur toutes les télés en permanence et on ne dit pas omnipotent, etc. Édouard Philippe répond très très souvent à la place des ministres et on ne dit pas ce qu'on disait à François Fillon, aux autres. Il y a une fronde non, il y a, je crois qu'il y a une dégradation du climat. Oui, il y a une dégradation très nette du climat politique. C'est violent. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y avait pas ces violences. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je les ai reçus à leur demande à Vendôme dans ma permanence. Très intéressant à étudier. D'abord, il y a une espèce de, pardon, c'est moi qui ai employé le premier l'expression, de zadisme de rond-point. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas ça. Vous allez voir, ils vont mettre les arbres de Noël, fêter Noël. Ce n'est pas du tout un mouvement comme on a l'habitude de le voir. Voilà, une espèce de communautarisme qui se fait. Les gens sont contents de se retrouver, ils retrouvent une autre sociabilité, etc. Ça, je pense que ça va durer. Ça va durer. Et le ministre de l'Intérieur a dit ça suffit hier. Vous pensez qu'ils vont dégager? Écoutez, ça fait peur à personne. Le sujet, c'est pas de dégager, le sujet, c'est d'entendre, c'est d'être à l'écoute. L'honneur d'un élu, c'est d'être à l'écoute. Il y a deux revendications qui apparaissent clairement. Un, du pouvoir d'achat, donc on sait ce qu'il en est. Et deux, que justement, qu'il soit davantage associé au pouvoir. On parle de démocratie représentative, mais aussi de démocratie participative, justement, puisque la représentation marche moins bien. Et au menu, il y a ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes pour, vous? J'ai de bonnes lectures. J'ai lu Yves Tréhard, je vous le présenterai un jour. J'ai lu Yves Tréhard ce matin dans le Figaro. Je signe à la virgule près ce que Yves Tréhard, je vous le présenterai, a écrit. C'est formidable, il n'y a rien d'autre à ajouter. Oui, je suis tout à fait favorable à ce qui est un référendum d'initiative citoyenne, mais à la Suisse, formule suisse. C'est-à-dire, on a un référendum régulier, on demande, d'ailleurs si on demandait l'avis, j'ai dit ça il y a très longtemps, vous avez parlé de Charles Pasqua. Vous savez, la première phrase que j'ai dite à Charles Pasqua, quand on a fait la politique de la ville à l'échelle de tous les Hauts-de-Seine, j'ai dit, monsieur, laissez-moi perdre du temps, on le gagnera, et on l'a fait. Et on a été le premier département en France à avoir une politique contre la ségrégation urbaine et sociale à l'échelle d'un département. Ces référendums. Il faut évidemment des balises, vous l'avez très bien dit, il faut des balises. Et attention, parce que vous savez, j'ai eu un passé que je ne regrette pas, que je renie jamais. J'étais communiste dans ma jeunesse, je l'assume. J'étais syndicaliste étudiant. Dans les assemblées générales, j'ai fait voter par les mêmes gens d'émotions totalement différentes et par les mêmes gens. Donc attention, attention à ne pas donner dans le populisme. Moi, j'aime le mot populaire, j'aime le peuple, moi. Voilà. Mais attention à ça. Oui, il faut des balises. La démocratie, c'est aussi ça. Une autre chose, c'est la proportionnelle. Donc, le président de la République l'a promise, mais on ne sait pas quand est-ce que la réforme va avoir lieu. Il faut combien de proportionnels? 15%, c'est ce qu'il y a dans les... Écoutez, à l'UDI, nous défendons avec Jean-Christophe Lagarde l'idée de 20%. Mais si on arrivait à 15%, franchement, ce serait déjà bien. Votre question va porter là-dessus cet après-midi? Pas spécifiquement là-dessus, mais sur la réforme institutionnelle. En disant au Premier ministre, justement, en disant, je pense qu'elle aura lieu, elle doit avoir lieu, en lui disant de prendre le temps et l'écoute, de réconcilier la France et de réconcilier les élus entre eux aussi. C'est nécessaire, voilà. Et la proportionnelle, elle est absolument indispensable. Regardez, l'Assemblée nationale, j'ai combattu le Front National et je le combats de toutes mes fibres. Mais enfin, il y a 8 députés Front National. Vous savez, c'est pas, comme on disait dans ma jeunesse, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on arrête la température. Il vaut mieux le combattre à l'Assemblée nationale que dans la rue. Donc voilà, c'est pas. Il doit y avoir une représentation proportionnelle. C'est pas juste. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas représentative, et on le voit aussi dans le mouvement social. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la France? Sincèrement, quand on va un peu à l'international et qu'on bouge, on a intérêt à être moins arrogant, moins champion du monde, et à se bouger et à se poser des questions. Alors, vous partez pour Moscou. Vous allez être en charge du Grand Moscou, à défaut d'être en charge du Grand Paris. Ça, c'est un grand regret que vous avez de ne pas pouvoir... Il était au point mort, ce projet du Grand Paris? Il est hélas au point mort. D'accord. C'est grave pour le pays. Juste un chiffre, Yves Tréhard, que j'avais dit d'ailleurs au président François Hollande. L'Île-de-France, c'est 1/3 de la richesse nationale qui est créée. C'est un Loir-et-Chérien qui vous le dit. Alors que l'Île-de-France n'en consomme que 20%.
Donc le Grand Paris, c'est pas non seulement nécessaire pour l'Île-de-France, c'est utile pour la France parce que c'est un moteur de croissance. Voilà. Et ce moteur est malheureusement en panne. J'appelle vraiment... Faute de volonté politique. Le Grand Paris, Nicolas Sarkozy l'a parfaitement bien exprimé à plusieurs reprises dans la presse. Il l'avait laissé un peu de côté, lui aussi. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout laissé de côté. C'est les électeurs qui nous ont laissé de côté. Ça s'appelle la démocratie, c'est pas pareil. Mais donc, François Hollande, il faut lui reconnaître ça, avait maintenu le Grand Paris Express, c'est-à-dire le métro automatique. Bon, et là, il faudrait relancer. On a besoin d'ambition. Moi, Loir-et-Cher, j'ai fait la prospective Loir-et-Cher 2020 à l'époque. Ouais. Quand il y a la crise, moi qui suis économiste de formation, quand il y a une crise, il faut une perspective. Il faut lancer une perspective. On a besoin de grands projets. On a besoin d'ambition. Bah oui, on ne peut pas le faire ici. Donc vous allez vous occuper du Grand Moscou. C'est quoi le Grand Moscou? C'est déjà énorme, Moscou. Ah, le Grand Moscou, c'est formidable. Je vous dis ce qu'on voit dans aucun média chez nous, curieusement. Alors que nous n'avons pas encore inauguré une gare. Le maire de Moscou inaugure cette année 22 nouvelles gares du Grand Moscou. Et au total, il y aura eu 70 gares nouvelles. Des infrastructures, des grands projets internationaux que je vais suivre. Et voilà, Vous entendez bien avec Vladimir Poutine? Je ne connais pas Vladimir Vous allez Poutine, rencontrer. Mais je vais le rencontrer forcément. Parce que là, vous allez être... quelle sera votre fonction exacte? Je serai directeur général adjoint en charge du développement international de la société privée qui construit le Grand Moscou. C'est une société privée. Tout à fait. Et qui organise l'urbanisation. Il y a des capitaux français dans cette pas à ma connaissance. Entreprise? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Donc, c'est une première qu'un Français soit pris à l'international. Voilà. Et le fait que vous soyez français, on sait que les relations entre la France et la Russie ne sont pas toujours excellentes. Ça, c'est pas gênant? Mais écoute, d'abord, c'est pas gênant. C'est la preuve d'ailleurs que. Pour être un lien? C'est la preuve que le peuple russe aime le peuple français. On a ça dans toute notre littérature. Les Russes adorent la France. Ils aiment la France. Et les Français, beaucoup parlent français. Ils aiment la France. Cet embargo est stupide. J'invite vraiment tous ceux qui suivent les internautes à aller sur le site de l'Assemblée nationale, essayer de retrouver l'audition par la Commission des affaires étrangères que préside Marielle de Sarnez d'Hélène Carrère d'Ancos. C'était formidable. La secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle a tout dit. C'est-à-dire il faut être fort. On doit être fort sur l'Ukraine, sur d'autres sujets, etc. Mais en même temps, garder ces liens d'amitié très forts. Vous savez, qui prend les marchés aujourd'hui? Ce sont les Chinois, c'est l'Asie. Et quand ce n'est pas les Allemands. Donc et pourtant l'embargo, il est aussi pour l'Allemagne. Vous reviendrez dans la politique française, c'est possible ça? Écoutez, pour le moment, c'est une parenthèse. Et après, c'est affaire de circonstances, il faut voir. Je ne dis jamais non, parce qu'en politique, on ne dit jamais non. Mais puis que la politique coule dans mes veines. Mais il y a vraiment besoin de cette parenthèse. Quand vous étiez communiste, vous étiez allé en Union soviétique? Non, pas du tout. Ah bon? Et vous savez, puisque vous dites ça, souvent j'ai des vannes, il y en a eu en conférence des présidents ce matin, c'était d'ailleurs très sympathique. Et souvent on me disait à droite, t'as fait l'école du parti? Je dis non, j'y donnais les cours. Ah d'accord. Boris Leroy, député du Loir-et-Cher, qui va quitter la vie politique française bientôt pour aller s'occuper du Grand Moscou. Il est avec nous ce matin. Il va répondre à vos questions, chers internautes, avec Julie Coulon-Profisi, qui nous rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Maurice Bonjour Leroy. Julie. Alors on a quelques questions assez variées sur le chat du Figaro, notamment une première de Dom Lou qui voudrait savoir si vous voyez une fin logique à la crise des Gilets jaunes. Une fin logique? Une fin logique. Fin logique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça va durer. Je pense que ce mouvement va s'inscrire dans la durée à cause de ce zadisme de rond-point, comme je l'ai qualifié. Je pense que ça va durer. C'est un mouvement durable. Les gens ont besoin de sociabilité, de se retrouver, etc. Voilà. Et comme tout mouvement, rappelez-vous Isabelle Thomas, Julia, etc., il y a des gens qui vont intégrer les partis politiques, il y en a peut-être qui créeront leur propre formation. Vous pensez qu'il y aura une liste aux européennes? C'est pas impossible, qu'il y en ait une. Alors, un commentaire de Diego qui dit « Il y a longtemps que notre démocratie n'est plus représentative ». On en a un peu parlé tout à l'heure. Mais pensez-vous que le référendum citoyen peut remédier à ce constat? Oui, je crois qu'on a besoin, d'ailleurs c'était l'esprit aussi du général de Gaulle, c'était sa volonté, d'ailleurs lui il en a tiré les conséquences à l'époque, alors qu'il n'avait aucune obligation de le faire.
Voilà, fermons cette parenthèse là aussi. On a besoin, mais moi je suis vraiment, encore une fois, voilà, je veux rendre hommage à Yves Tréhard, il a merveilleusement bien dit les choses. Il faut baliser, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas, voilà, c'est pas le hall de gare, c'est pas la démocratie de hall de gare, parce que attention, c'est sympa les grands mouvements, mais il faut aussi faire attention, il peut sortir tout et n'importe quoi. Enfin moi je le dis avec beaucoup de fermeté. Alors, le commentaire qui Mais on a nous dit... besoin de respiration aussi. On parlait de Moscou. À Moscou, ce qu'on sait peu, tous les projets de la ville se font en consultant leurs concitoyens. On ne sait pas ça, Gélou. On voit que la dictature, et tous les Comment ils sont consultés, par les Internet. moscovites? Par Internet. D'accord. Et je pense que ce référendum d'initiative citoyenne doit se faire grâce au net, par ce nouveau média. Et ça, c'est faisable aujourd'hui. Et là c'est balisé. C'est à Moscou. Ils le font, eux. À propos, vous voterez les mesures, alors là, à caractère fiscal, qui seront présentées à l'Assemblée nationale jeudi? Évidemment. De toute façon, je fais partie d'un groupe qui est constructif. Et je vais vous faire une révélation. Moi, depuis 21 ans, je n'ai pas attendu M. Macron ou En Marche, depuis 21 ans, j'ai toujours voté, comme disait Victor Hugo, en conscience et pas pour répondre à la consigne. Par exemple, j'ai voté contre le quinquennat. C'est un sujet. Ouais. Et j'avais le pouvoir de Raymond Barre. Et je suis fier de l'avoir eu. J'ai voté contre. Nous étions même pas 30 députés dans toute l'Assemblée nationale. Il faut toujours voter en conscience. D'ailleurs, s'il y a un peu plus de députés qui votaient en conscience et pas en consigne, ce pays irait mieux. Alors, autre sujet, autre question. En tant qu'ancien ministre de la Ville, que pensez-vous de l'état des logements en France, nous dit le commentaire, notamment à Paris et à Marseille? Alors, à Marseille, écoutez, c'est un sujet que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Louis Borloo. On n'aura pas le temps de le traiter. On a un vrai problème. Pardon, mais je n'ai entendu ça nulle part. Merci à l'internaute qui a posé cette question. Vous savez quel est le problème en France? C'est le droit de propriété, qui est un droit constitutionnel. J'ai entendu beaucoup de commentaires, y compris sur Marseille, les copropriétés dégradées, etc. J'ai entendu aussi beaucoup de danneries. Ça prouve qu'il faut vraiment baliser, aussi, y compris les débats. La question, c'est de pouvoir exproprier, et ça, c'est très difficile. Pour la force publique, c'est très difficile. Oui, bien sûr, c'est très difficile. Le maire peut prendre des arrêtés de péril, etc. Mais vous ne pouvez pas, comment dire, le droit de propriété est un droit privé et sacré, inviolable et sacré. Je cherchais les termes de la Constitution. Et ça, c'est très difficile. On y avait travaillé avec Benoît Apparu, invitez-le. Il avait beaucoup travaillé sur le sujet. Nicolas Sarkozy nous avait demandé d'y travailler. Avec Borloo, on a essayé. C'est très difficile juridiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surmonter. Mais il y a des problèmes d'ordre juridique. Il n'y a pas que des problèmes financiers. Autre question. Autre question. Alors, vous ne serez plus député au moment des européennes, mais Jean-François nous dit une liste propre pour l'UDI aux européennes, que de temps perdu. La seule force pour gagner, c'est l'unité. Alors, ne risquez-vous pas d'être dans l'ombre des grands partis? Alors, Jean-Christophe Lagarde a décidé qu'il y aurait une liste UDI aux européennes. Jean-Christophe Lagarde a raison de vouloir une liste. Alors, le Congrès l'a voté à l'unanimité samedi dernier, le Congrès de l'UDI, pardon. Et il est courageux d'y aller et de la conduire. Écoutez, regardez les débats antérieurs. Qui présidait les listes en France? Je vais vous citer des noms, moi, pour rafraîchir la mémoire. François Mitterrand, Georges Marchais, Michel Rocard, et je pourrais citer bien d'autres noms. Nicolas Sarkozy lui-même, etc. Bon, François Bayrou. C'est qui aujourd'hui? En dehors de Jean-Christophe Lagarde, ça va être le seul chef de parti, le seul dirigeant de parti à aller aux européennes. Pourtant, les européennes sont, avec l'élection présidentielle, l'élection la plus importante. Et sans doute, cette élection européenne va être majeure, déterminante pour l'avenir de l'Europe, en fonction de ce qui sortira des urnes en France et ailleurs. Donc c'est le moment ou jamais. Pourquoi l'UDI ne s'associe pas dans ce mouvement central que souhaitait Alain Juppé, que souhaitait Jean-Christophe Lagarde a ouvert la porte. Il peut encore s'associer à d'autres. Il peut, mais nous sommes ouverts à l'UDI. Et par conséquent, regardez, Xavier Bertrand a adressé un salut amical au Congrès. Il ne pouvait pas se déplacer à cause des événements de samedi, mais il a envoyé une vidéo pour dire voilà, son amitié, sa possibilité de se rassembler. Je suis persuadé que du centre-gauche jusqu'au centre-droit, jusqu'à la droite, il y aura des hommes et des femmes profondément européens qui vont rejoindre la liste de Jean-Christophe Lagarde. Ce sera une liste ouverte et rassemblée. Vous savez, il y a un vrai sujet, hein. Attention. Hein. On n'est plus dans la situation d'il y a 6 mois. Moi, sur le terrain, je rencontre des gens pro-européens qui disent, écoutez, nous, on est pro-européens, mais on ne prendra plus jamais un bulletin En Marche ou un bulletin Macron. Il faut l'entendre aussi, ça. Donc, s'il n'y a pas la liste Jean-Christophe Lagarde, ils vont aller où, ces gens?
ils vont rester chez eux. Et on entend ça aussi à gauche, Donc, y compris des socialistes, européens qui disent c'est quoi notre parti, c'est devenu quoi, qui va être tête de liste. Hein, il y a un vrai sujet. Dernière question. Alors, dernière question, c'est un constat que nous fait Franck. Le drame du gouvernement d'Emmanuel Macron est de n'avoir pris aucune mesure concrète en faveur de l'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je la réforme du Code du travail, quand même. Oui, hein. Oui, ça c'est injuste de dire ça. D'ailleurs, j'ai voté la réforme du Code du travail, comme les députés centristes de l'UDI, les Agir et les indépendants de mon groupe parlementaire. Non, je pense que la faute initiale, et je parle bien de faute, du gouvernement Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas s'être attaqué immédiatement à la dépense publique. Elle est là, le fond. De ne pas s'être attaqué à la dépense publique. D'ailleurs, François Bayrou, on l'entendait beaucoup sur ce sujet auparavant, on l'entend moins curieusement, mais la vraie question, c'est celle-là. C'est celle de la dépense publique. On a un mal français terrible, qui n'est pas d'aujourd'hui. Non, non, c'est pas celui-là. C'est un mal français terrible, qui ne date pas d'aujourd'hui. En France, on ne s'attaque jamais à la dépense publique, quels que soient les gouvernements en place. On commence par rajouter une taxe ou un impôt. Et les gens n'en peuvent plus. Voilà, c'est ça la vérité. Et il ne faut pas dire que les riches ne contribuent pas comme on l'entend. Il y a 100 000 foyers les plus aisés, c'est eux qui rapportent 50% de l'impôt qui est payé. Donc voilà, là aussi on entend des absurdités énormes. C'était le talk de Maurice Leroy qui va partir pour Moscou. On lui souhaite tout le bien et nécessaire. Merci de vos réponses. Merci Julie Coulomb. Et aux internautes. D'avoir fait de cette fait l'écho des internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.